Damona, dernier témoignage, Bernard, il va concerner une chaire, la chaire industrie 4.H. Globalement, avant de rentrer dans le détail, un petit mot sur toutes ces chaires. Un petit mot sur toutes ces chaires. Donc la Fondation a démarré 14 chaires depuis qu'elle existe, 4 sur l'année 2022. Donc là, vous avez un tableau de ces différentes chaires et des thématiques qui ont été couvertes, peut-être un peu petit pour lire, mais vous trouverez tout ça sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Une chaire, c'est un programme qui cherche à développer des relations entre des mécènes, entreprises, organisations et diverses collectivités, avec la Fondation, avec des chercheurs, avec des enseignants, avec des étudiants, et donc avec comme résultat de faire progresser, soit de s'attaquer à des verrous scientifiques et de les faire sauter pour régler des problèmes auxquels on peut être confronté, soit de développer des programmes de formation spécifiques qui vont permettre de faire avancer le niveau de formation de nos ingénieurs si c'est encore possible. Voilà en gros à quoi ça sert une chaire, mais plutôt que d'en parler, je crois qu'on peut peut-être... Effectivement, on a quelques images pour vous, pour mieux comprendre ce qu'est images. Une chaire. On regarde et on accueille notre dernier invité juste après. Quel que soit le domaine scientifique, le monde de la recherche et le monde économique cherchent des opportunités pour mieux collaborer. Réussir à allier recherche et innovation est un précieux vecteur de complémentarité. Pour renforcer les liens entre ces deux mondes, la Fondation Grenoble INP propose différentes solutions et notamment la création de chaires d'excellence industrielle. Mais au fait, qu'est-ce qu'une chaire ? Eh bien, une chaire est créée sur mesure pour résoudre une problématique d'innovation, de formation ou de tout sujet relatif à la connaissance scientifique qui répond aux grands enjeux et transitions du XXIe siècle. Elle est un lieu d'échange, abrité par la Fondation Grenoble INP et à destination des entreprises et organisations socio-économiques, des laboratoires ainsi que des écoles de Grenoble INP. Une chaire est portée par un ou une titulaire qui est une personnalité scientifique reconnue dans son domaine et a pour mission de développer des activités de recherche et de diffusion du savoir en lien avec la formation. Chaque programme de chaire a une durée d'environ 4 à 5 ans renouvelable. Pour assurer le bon déroulement de ces activités, le titulaire est accompagné d'un comité de pilotage avec lequel il orchestre à la fois les activités, arbitre les budgets et définit les programmes. Il est épaulé également par un conseil scientifique qui recommande les actions de recherche, élabore les futures propositions d'enseignement et garantit l'excellence et la pertinence du travail mené. Ainsi, créer et financer une chaire a plusieurs avantages. Pour l'entreprise, participer à une chaire lui permet d'établir un contact privilégié sur le long terme avec le réseau de Grenoble INP, ses écoles et ses laboratoires et de valoriser son image tout en bénéficiant du cadre fiscal relatif au mécénat. Grâce aux formations associées et à la publication des travaux, les industriels gagnent en visibilité et contribuent à faire évoluer une société dans laquelle eux-mêmes évoluent. Cela permet de construire un pont entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée pour avoir toujours un temps d'avance sur les scènes scientifiques et techniques internationales. Enfin, pour Grenoble INP et ses laboratoires, la chaire donne accès à des moyens complémentaires, offrant une plus grande latitude dans les activités menées. Grâce à tous ces éléments, la Fondation Grenoble INP crée une synergie contribuant au développement des activités des entreprises mécènes de Grenoble INP et de ses laboratoires. Elle offre un cadre concret et ambitieux pour alimenter une dynamique de citoyenneté, d'excellence et de rayonnement international vers une société solidaire pour un monde durable. Plutôt inspirant, vous ne trouvez pas ? Voilà, 14 chaires lancées en 13 ans, dont 4 sur l'année 2022. Bernard, on va s'intéresser à l'une d'entre elles, agir pour améliorer la place de l'humain dans l'industrie du futur. C'est une chaire dont va nous parler Daniel Brissot, qui est directeur de l'école. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Daniel, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Daniel qui s'exprime ce soir en l'absence du titulaire de la chaire, Andreas Rill, que vous teniez à excuser. Oui, bien sûr, pour tous ceux qui me connaissent, ils se doutent bien que c'est pas moi qui vais être le titulaire de cette chaire, même si j'ai beaucoup contribué au montage. Donc c'est Andreas Rill qui est le titulaire de cette chaire. Andreas Rill est un
un professeur associé, c'est-à-dire donc un industriel, qui travaille à mi-temps pour son entreprise et qui travaille à mi-temps comme enseignant-chercheur à Grenoble INP, à Génie industriel pour sa partie enseignement et à GESCOP pour sa partie recherche. Alors, son travail en entreprise, c'est de mettre en place des projets d'innovation pour intégrer justement les technologies numériques qui sont en train de sortir dans des systèmes de produits, des systèmes de services, avec des ambitions fortes, voire très fortes de soutenabilité que ces entreprises promeuvent fortement. Voilà. Alors, il est titulaire d'une thèse, il est titulaire d'une habilitation à diriger de recherche, donc bien qu'il soit industriel, il est équivalent au professeur de l'université. Alors, avec toutes ces activités, malheureusement, il ne pouvait pas être à Grenoble cette semaine, donc j'ai l'honneur de le représenter et de vous présenter la chaire à sa place. Alors, cette chaire Industrie 4.H, dans quel contexte elle a été lancée ? Il y a quelques années maintenant, quelque sorte, Christian de Félix, qui est le directeur de l'IAE, et moi-même, donc directeur de génie industriel, bavardions ensemble pour voir ces évolutions de l'industrie et de ce que l'on appelait à ce moment-là l'industrie 4.0, avec un sens d'introduire dans l'industrie un certain nombre des nouvelles technologies numériques, qu'on va appeler technologies 4.0 telles qu'elles sont là, et on nous vendait en quelque sorte une ambition extraordinaire et des performances extraordinaires d'augmentation de production liée à ça. Avec nos approches, moi, de génie industriel, des processus industriels et de l'organisation industrielle, Christian, sur ces problématiques de gestion, en particulier de gestion de ressources humaines, quoi, on était un peu sceptique, en quelque sorte, de voir que la plupart des gens considéraient cette évolution technologique dans les entreprises comme une suite logique de tout ce qu'il y avait eu dans le siècle dernier. Alors qu'on se rendait bien compte que ces technologies n'étaient pas de même nature que les autres ruptures technologiques qu'on pouvait avoir, et qu'à partir de ce moment-là, l'organisation industrielle et les gens qui allaient travailler dans les entreprises seraient aussi en rupture par rapport à leur travail qu'ils faisaient jusqu'à maintenant. Alors d'où vient cette rupture ? C'est que ces technologies numériques qui viennent d'arriver et d'introduire, pour nous dans le travail industriel, mais aussi dans la vie de tout le monde, ne sont pas des technologies qui sont là pour remplacer l'homme dans son travail. C'est des technologies qui sont là pour aider l'homme dans son travail. Et c'est la première fois qu'on introduit en entreprise des technologies d'aide. Jusqu'à maintenant, on avait des technologies de remplacement qui étaient là pour prendre, à plus ou moins long terme, pour prendre la place de l'homme. Tandis que là, on introduit des technologies qui ne font pas la production elle-même, qui aident l'homme dans les décisions qu'il y a à prendre pour mener la production et pour réaliser son travail. C'est ça le point central. Ce n'est pas le même type de technologie qu'on introduit, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune raison que ça fonctionne comme avant. Et c'est ça le grand enjeu, c'est à partir de ce moment-là, on peut penser l'organisation industrielle différemment, on peut penser le travail différemment, et c'est ça qui nous intéressait. Alors si vous mettez ça en perspective avec un peu tout ce qu'on vient entendre juste avant, c'est-à-dire qu'on est aussi à un tournant de la société, des demandes sociétales. Bien sûr, il y a des fortes demandes environnementales, on vient d'en voir des exemples. Ces demandes existent aussi à l'intérieur des entreprises industrielles, il ne faut pas le nier, à la fois sur l'aspect pilotage de l'entreprise et à la fois vis-à-vis de tous les salariés de l'entreprise qui, à titre individuel, y sont très attachés. Et ça, c'est le couple avec une demande particulière de ces dernières années de tous ces employés d'entreprise, d'une demande forte de sens sur ce qu'ils font, une demande de sens vis-à-vis de leur travail. Pourquoi est-ce que je travaille ? À quoi ça sert ? Quels sont les produits que je fais ? Sont-ils utiles pour la société ? Et si on couple les deux, cette introduction de ces technologies qui permettent une réorganisation en quelque sorte industrielle et les attentes de toute cette société, ça permet de repenser le travail industriel, ça permet de repenser l'organisation industrielle, ça permet de repenser les processus industriels. Et là, on touche
le cœur de la réflexion que l'on a dans une école de génie industriel et dans un laboratoire de recherche sur les systèmes de production, génie industriel et GESCOP, ou dans une école de management et de la recherche sur de la gestion, IAE et CERAG. Et donc, on s'est associés pour faire tout ça. Alors, vous avez concrètement fait quoi? Sur quoi ont porté les travaux? Et est-ce que vous avez déjà des premiers résultats à nous donner? Oui, bien sûr. J'ai eu peur un instant. Non, ce qui m'a surpris, c'est que vous m'avez dit que vous allez me poser une question sur qui sont les mycènes et quels sont les partenaires de la chaire. Donc, alors, c'est tout. On la mettra après. Si vous voulez. Très bien. Vous ne m'aviez, pour ma défense, vous ne m'aviez pas confirmé que je devais vous poser cette question. Donc, je l'ai enlevée, dans le doute. Voilà, parenthèse. Voilà, on la fera après. C'est ça le nouveau monde qu'on arrive, on peut régler et s'adapter en direct. Et je crois que c'est. Ah, voilà, on est en direct, ça, vous avez bien compris. Bien ça le point. Et l'évolution du travail est aussi dans ce sens-là. Donc, donné. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille concrètement dans deux axes, quoi. Un axe de formation de tous ces gens qui font travailler dans l'entreprise. Vous avez tous remarqué qu'il y avait quelques difficultés dans les entreprises industrielles pour recruter. Et avec cette évolution du travail, la question est de savoir est-ce que ça va être une bonne opportunité d'attirer plus de gens ou est-ce que ça va continuer à avoir des difficultés industrielles. Donc on veut croire à la première hypothèse et je crois qu'il y a beaucoup de raisons d'y croire. Donc d'un point de vue enjeu industriel, il est important de voir que les salariés actuellement dans l'entreprise, alors quand je vais dire de salariés, c'est du plus bas niveau d'opérateurs en entreprise, tous les techniciens, tous les ingénieurs, tous les managers, qui est notre public principal, mais aussi tous les dirigeants d'entreprise, qui sont tout aussi concernés que les autres dans ces évolutions technologiques digitales et qui ont eux aussi besoin d'un certainement de formation pour mieux être à même de prendre des décisions pertinentes pour leur entreprise. Donc la première chose, c'est qu'on a besoin d'augmenter les compétences des gens qui sont déjà en place dans l'entreprise, dont les métiers évoluent assez fortement et dont les compétences nécessaires sont plus les mêmes. Donc il y a besoin de cela. Il y a une deuxième enjeu pour les entreprises, c'est d'être capable de garder ceux pour lesquels leur travail ne va plus exister ou leur travail va suffisamment changer pour penser qu'il faut qu'eux aussi changent. Donc on a aussi un problème de formation à d'autres métiers pour ces entreprises-là. Donc ça, c'est notre axe formation. Avec ce que je vous ai dit, on voit bien que tel que l'on pensait les formations jusqu'à maintenant, ce n'est plus adapté. On n'est plus dans le même monde et autre chose. Donc d'un point de vue recherche, on a besoin de comprendre quelles sont les nouvelles compétences, quels sont les nouveaux métiers, comment on associe les compétences avec un certain nombre de métiers types qui sont en train de sortir. Puis, à partir de cette connaissance, d'être capable de penser les nouvelles formations et les nouvelles modalités de formation qu'il va y avoir là-dedans. Il n'y a pas que des aspects de contenu, il y a des aspects de modalité aussi. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est que on va travailler avec les entreprises avec lesquelles on travaille d'un point de vue pilote pour pouvoir tester ces formations, les améliorer, les mettre au point et à partir de ce moment-là, rechercher les différents partenariats qu'il nous faut pour être capable de déployer ces formations partout. Je vais revenir sur le partout et à tous les niveaux, puisqu'ils touchent tous les niveaux. Et bien sûr, nous n'avons vocation à gérer que les ingénieurs, la formation des ingénieurs et des managers et pas les autres, quoi. Alors pourquoi partout? Parce que ces approches industrielles, c'est pas un problème franco-français, en quelque sorte, c'est un problème européen. Donc dès le départ, nous avons construit cette chaire dans un cadre européen, avec aujourd'hui principalement 3 partenaires, Polytechnico de Milan, TU Darmstadt et HEC Liège. Et donc on travaille sur l'ensemble de l'Europe à partir de ces 4 pays tout à fait complémentaires et on compte déployer dans l'ensemble de l'Europe. Et le deuxième axe, donc ce premier axe, on l'a démarré. On travaille depuis environ une année sur ce point-là. Avec un mécène principal qui est la fondation Caterpillar, qui est une fondation européenne dont la mission justement est de promouvoir l'industrie
et comment dire ça, d'attirer suffisamment de gens et de les préparer à pouvoir travailler en entreprise industrielle. Une fondation américaine. C'est une fondation américaine et Bernard maintenant est très au point pour travailler avec les fondations américaines, donc vous pouvez aussi amener d'autres cas comme celui-là, quoi. Le deuxième axe est sur la conception des situations de travail. La formation est une chose, faut-il encore travailler? On voit bien que le travail évoluant, la façon de travailler dans les entreprises bouge, et donc il faut concevoir différemment les situations de travail. Je dis volontairement les situations de travail, parce qu'avec toutes ces technologies qu'on introduit, il s'agit de repenser l'ensemble, le système de travail avec son organisation industrielle. Et donc, quand on réfléchit au travail industriel, on réfléchit aussi bien au flux de matière, au flux d'informations, au flux de produits, bien sûr, au travail de l'individuum qui est là, mais qui est pris au milieu d'une chaîne humaine, lui aussi, pour faire ce travail, dans un collectif de travail historiquement tel qu'il a pu exister, qu'on voit bien qu'il n'est plus de même nature. Donc, c'est cet ensemble-là qu'il s'agit de concevoir et non plus des petits points, une petite tranche telle qu'on a pu le faire avec toutes nos organisations tayloriennes depuis fort longtemps. Donc on est rentré dans une ère du systémique et on l'est aussi au niveau du travail et au niveau du travail de chacun. Après, on a certaines hypothèses sur comment intégrer ces technologies d'assistance par rapport au travail que peut faire l'humain. C'est des concepts de situation capacitante qui permet de donner un certain nombre de marges de manœuvre, qui permet que les employés apprennent, qu'ils soient capables de changer de poste plus facilement, qui mènent un peu mieux leur décision vis-à-vis de leur travail. C'est ces thèmes-là que l'on veut traiter derrière dans la conception des situations de travail. Vous avez donc parlé du mécène, la Fondation Caterpillar. Des entreprises vous accompagnent et ce sera le mot de la fin. Oui, de très bons retours des entreprises chaque fois qu'on en discute parce que c'est une question générale et qui touche l'ensemble de l'écosystème industriel. Donc à la fois les grands groupes, à la fois les PME et les ETI. Et donc nous sommes en ce moment nous accueillons en ce moment toutes les entreprises qui souhaitent s'associer à cette chaire. Sur l'aspect formation, c'est bien parti en avant un mécène important qui nous permet de développer cette partie-là. Sur l'aspect conception des situations de travail, on a besoin d'entreprises complémentaires pour pouvoir fonctionner. Alors quel est l'avantage de devenir mécène de cette chaire? Eh ben, le premier, justement, c'est de pouvoir influer notre démarche, quoi. Dans une chaire, on traite d'abord les questions qui sont apportées par les mécènes. Donc ces questions d'hommes dans l'industrie, elles sont assez variées. Et donc dans quel ordre les prendre, voir quelles sont celles qui sont plus des constantes de toute entreprise, on a besoin de pouvoir le discuter. Le deuxième avantage, c'est, Bernard le rappelait au démarrage, c'est quand même l'aspect sociétal associé à ces chaires et associé à cet emploi. Là, travailler sur cette chaire nous permet de travailler sur l'employabilité des talents qui vont aller travailler, y compris de ceux qui aujourd'hui sont très loin de penser qu'ils peuvent travailler dans une industrie. Les technologies d'assistance que l'on a permet justement de pouvoir intégrer. Il y a un rôle d'inclusion sociale très très important dans ce point-là. C'est aussi une contribution à donner une meilleure image de l'industrie, qui est quand même une chose importante pour l'ensemble de l'Europe. Et puis, peut-être dernier avantage qu'on pourrait voir là-dedans, c'est que l'intérêt d'avoir beaucoup d'entreprises qui discutent dans une chaire, c'est les échanges entre pairs qui sont importants, et les échanges entre pairs et scientifiques qui sont tout aussi importants. D'autant plus là, vous trouvez aussi un avantage sur cette vision européenne qui est mise en place.
Merci beaucoup, Daniel Brissot, d'être venu nous présenter cette chaire 4.H. On va conclure rapidement, Bernard, et puis on va demander pour remettre les trophées dans quelques instants à celles et ceux qui sont venus nous voir auparavant de bien vouloir nous rejoindre sur scène, accompagnés de Nicolas et de Pierre.